j'ai fait cette conférence à Montreuil pour des enfants. Ça a bien marché. Quel âge à quel âge? Entre 9 et 13 ans à peu près. Ça a bien marché, mais ça m'a demandé un travail énorme. Et ça a été une expérience formidable, mais je ne crois pas du tout qu'on puisse, surtout dans le monde actuel qui est totalement anti-philosophique, je ne crois pas du tout qu'on puisse introduire la philosophie directement comme ça à l'école. Je ne crois pas ça. Ce que je crois, et je le crois depuis longtemps, c'est que d'abord, il faut introduire ce qu'on appelle l'anthropologie et l'ethnologie. C'est un scandale que depuis le 19e siècle, on a une ethnologie, une anthropologie absolument fantastique. On a des choses à raconter aux enfants en plus, des histoires de l'Australie, de l'Amérique, des Indiens d'Amérique, de l'Afrique, de l'Amérique latine. C'est inouï, le matériau narratif qu'il y a. Et ce sont des narrations, parce qu'un ethnographe, c'est un narrateur. Un ethnographe raconte une histoire. Il raconte, il fait ce qu'on appelle une monographie, je ne sais pas, sur, par exemple, Lévi-Strauss et les Nambiquara. Voilà. Il raconte des histoires. Vous savez que Triste Tropique, c'était un best-seller. Pourquoi? Parce que ça se lit comme un roman fantastique. Voilà. Mais il n'y a pas que Triste Tropique. Les bons ethnographes ont fait ça. Et ça permet de prendre une distance par rapport à sa propre vie, à sa propre époque, mais aussi son propre groupe social, sa propre culture. Absolument indispensable à l'époque de ce qu'on appelle les sociétés multiculturelles, c'est fondamental. Comment se fait-il qu'on n'enseigne pas ça à l'école? C'est un scandale. Deuxièmement, nous en France, nous sommes très fiers, plus ou moins avec raison, d'avoir les classes terminales de philosophie. C'est unique au monde, à part l'Italie. À part l'Italie. En Allemagne aussi, mais ça n'a pas le poids que ça a en France. Ouais, ça n'a pas le même poids. Enfin, c'est en train de le perdre en ce moment, mais bon. Nous sommes très fiers de ça, mais ça arrive beaucoup trop tard. Ça arrive beaucoup trop tard, donc je suis d'accord avec vous. Ça arrive beaucoup trop tard, pourquoi? D'abord parce que moi, ce serait un cauchemar pour moi de devoir enseigner la philosophie en terminale. Si je devais respecter le programme, ce que l'inspection générale essaye d'imposer. La conscience, le langage, c'est totalement débile d'enseigner comme ça la philosophie. C'est surtout l'histoire de la philosophie. Ah non, c'est pas l'histoire, parce que c'est des notions. Donc justement, il faudrait de l'histoire de la philosophie, précisément. Vous ne pouvez pas faire de la philosophie si vous ne connaissez pas l'histoire de la philosophie. C'est pas possible. C'est pour ça que pour moi, le bon modèle, c'est le modèle italien. En Italie, vous étudiez l'Antiquité en seconde, la philosophie classique et moderne en première, et la philosophie contemporaine en terminale. Et là, vous vous mettez à spéculer, à philosopher par vous-même. Voilà. Ça, c'est très très bien. En Italie, vous avez la même chose sur l'histoire de l'art, d'ailleurs. Les étudiants italiens, en histoire de l'art, ils sont incomparables avec les Français. Bien meilleurs. Voilà. Mais en philo, c'est pareil. Moi, je pense qu'il faut repenser profondément toute l'introduction des sciences sociales. Je ne pense pas qu'on puisse enseigner la philosophie à des enfants trop jeunes. Par contre, je pense que la philosophie a à voir avec l'enfance. Et c'est évidemment pour ça qu'on se dit, tout comme l'art, hein, bien entendu. Alain Bergala, qui est un historien du cinéma, a écrit l'art, c'est l'enfance de l'art. Bien entendu, il a raison, tous les grands artistes pensent ça, parce que qu'est-ce que c'est qu'un artiste, par exemple, un artiste peintre? C'est celui qui arrive à voir comme s'il n'avait jamais rien vu, comme s'il voyait pour la première fois. Donc il y a un fantasme de dire, bon ben voilà, l'enfance, ce qu'on appelle l'innocence de l'enfance, c'est qu'elle est une terre vierge, en fait. Voilà. Et c'est vrai, c'est vrai. Et on se dit, c'est à partir de là qu'on peut philosopher. Et je le comprends très bien, puisque très souvent, le dicton, la sagesse sort de la bouche des enfants, ou la vérité sort de la bouche des enfants, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et c'est tout à fait à prendre au sérieux. Moi, je considère ça très très sérieusement. Mais en même temps, le problème de l'école, ce n'est pas les enfants, c'est les professeurs. Et je ne pense pas qu'on puisse demander à un instituteur à qui on déjà demande de tout faire, pratiquement. Maintenant, on leur demande de faire des cours d'anglais, on leur demande de faire des cours d'informatique, on leur demande tout. C'est pas possible.
D'autre part, une formation de philosophe, c'est difficile. Parce que la philosophie, outre que c'est très conceptuel et très spéculatif, outre que vous n'êtes pas un bon philosophe si vous ne connaissez rien en mathématiques et en physique, c'est pas vrai. Il y a des philosophes comme ça aujourd'hui. Mais pour moi, ce ne sont pas des gens sérieux. Ça veut dire que c'est pour ça que la philosophie arrive dans le modèle français et dans le modèle allemand et dans le modèle italien aussi d'ailleurs, mais en terminale, c'est-à-dire à la fin. Parce qu'il faut avoir d'abord, mais c'est ce que disait Platon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, ça veut dire commencez par étudier la géométrie, après on verra si vous pouvez faire de la philosophie. Donc, la question que vous posez est tout à fait juste, nécessaire même, indispensable, mais je n'y répondrai pas en disant il faut introduire la philosophie à l'école pour les petits. Je n'y crois pas du tout, pas une seconde. Ce que je crois, c'est que les enfants ont une capacité de questionnement extraordinaire et qu'il faut créer les conditions pour que ce questionnement soit entretenu et ne soit pas stérilisé d'ici à la terminale, ce qui est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est stérilisé chez les enfants et chez les profs. Je dis quand même un truc que j'aime bien dire. Beaucoup de gens se posent des questions sur l'effet de la télévision sur l'attention des enfants. Beaucoup de profs s'en plaignent, mais les profs sont les plus grands consommateurs de télévision. Et donc il y a un petit problème. Voilà, enfin c'était le cas en tout cas il y a un certain nombre d'années. Alors même s'ils disent ah non, mais je regarde Arte, c'est pas pareil. Arte c'est la télévision aussi, même si c'est Arte. Et même si c'est moins pire, comme si je peux dire, c'est pas français. Même s'il vaut mieux regarder Arte que M6. Ça reste Arte. Il y a des très bonnes choses à Arte. Mais quand on passe sa vie à regarder la télévision, eh ben on ne lit plus. On ne réfléchit plus par soi-même. On devient un consommateur d'informations. Donc, y compris quand c'est des informations présentées par d'excellents documentaires, qui peuvent être des vraies œuvres d'art. D'ailleurs, il y a des œuvres d'art, des documentaires qui sont primés aujourd'hui à Venise ou à Cannes. Et c'est très juste. Ce que je veux dire, je ne dis pas du tout ça contre les gens qui font des choses comme ça à la télévision. J'ai travaillé pour eux, j'ai été moi-même producteur de télévision, j'ai été au conseil, je ne sais plus comment ça s'appelait, d'Arte, à l'époque de Jérôme Clément, enfin bon, tout ça, et je connais des gens très 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 bien là-dedans. Mais ce que je pense, c'est que la télévision, c'est pas d'abord une affaire de contenu, parce que quand on me dit, mais la Arte, c'est très bien, donc, etc., ben, je dis, c'est comme si vous me disiez, le château Margaux, c'est pas du tout mauvais à boire, donc je peux donner ça à mon môme à 6 mois dans le biberon. Non. Eh ben, c'est le même problème avec la télé. C'est une question d'abord de contenant. C'est-à-dire, il y a un certain type d'adresse qui fait que c'est très mauvais. Or, beaucoup de profs sont téléphages. Donc, je pense qu'il y a un gros problème là de l'ensemble. Si vous voulez dire on veut introduire la philo ou même les sciences sociales ou je ne sais pas quoi à l'école, ça veut dire d'abord changer la formation des profs, ça veut dire changer les programmes, et ce n'est pas simplement une question des enfants. Après, la vraie question, c'est la réceptivité des enfants et comment on la cultive. Alors évidemment là-dessus, il y a d'innombrables discours, Freinet, Montessori, tout ça, qui sont très respectables, très intéressants, que peut-être il faut poser dans des contextes nouveaux, parce que c'est quand même un peu ancien maintenant tout cela. Mais surtout, je pense qu'il faut le poser sous l'angle de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à une époque où on est dans une société ultra multiculturelle, et multiculturelle, même si on habite dans le 16e arrondissement, du fait qu'à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, etc., moi j'ai travaillé avec une sociologue qui a montré que les gamins, les adolescents du 16e sont aussi exposés que les adolescents de la Courneuve à tous ces trucs-là, et que donc, voilà, ça frappe absolument toute la jeunesse, toute une classe d'âge, et pas simplement une partie de la population, je dirais, défavorisée. Je pense qu'il faut se poser la question d'une mise à distance de cette situation, et pour ça, il faut absolument réactiver l'ethnographie, l'archéologie, la préhistoire, l'anthropologie évidemment, pour introduire ensuite la philosophie. Qui est le grand fondateur de la sociologie et de l'anthropologie? C'est Émile Durkheim. Qui était Émile Durkheim? Agrégé de philosophie, c'est un philosophe. Comment est-ce qu'il commençait Émile Durkheim? Il dit, avec l'étude de l'anthropologie, on va remettre en cause, ce n'est pas les mots qu'il utilise, mais c'est ça dont il parle, l'ethnocentrisme d'Emmanuel Kant. On va montrer que ce point de vue des catégories, la déduction transcendantale des catégories dans la critique de la raison pure, c'est très européen. Et que si on va chez les Australiens ou chez les Américains, les Amérindiens,
on ne peut plus penser comme ça. Parce que la catégorisation se fait à travers le totem, elle se fait à travers... voilà. Et tout ça, comment ça se fait qu'on commence à parler de ça qu'à partir, après le deuil en général? C'est honteux. Donc on n'a pas tiré les conséquences des transformations des savoirs au cours des 2 derniers siècles, ni en physique, ni en philosophie, ni en psychanalyse, ni en anthropologie. Et donc voilà, on a un modèle qui est toujours le modèle de Jules Ferry. C'est totalement dépassé. Et pas seulement en France. Je dis Jules Ferry pour la France, mais je pourrais dire Humboldt en Allemagne, etc. etc. En fait, je me suis peut-être un peu mal exprimée dans ma première question, parce que j'ai dit philosophie. En fait, la formule exacte de cette échelle de l'UNESCO, c'est les pratiques philosophiques. Autrement dit, c'est vraiment le questionnement qui est sollicité qui proviennent des enfants. Et là, on ne peut pas être contre, non? Non, mais moi, je ne suis pas du tout contre. Ce que je dis, c'est qu'une bonne question, c'est de savoir comment elle est posée. Donc la question, c'est comment elle est posée, cette question. Ah, dire qu'il vaut mieux qu'il fasse beau plutôt qu'il pleuve, ça dépend des pays, vous allez me dire. Mais en général, tout le monde souhaite qu'il fasse plus beau que mauvais temps. Donc ça, on ne peut être que d'accord. Mais une question avec laquelle on ne peut être que d'accord, ce n'est pas une question. Ça, c'est ce que les philosophes vous apprendront. Voilà. Ce n'est pas du tout une question, une évidence. Voilà. Donc la question, c'est comment on fait. Et alors qu'il faille, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faille, comment dire, d'une part, valoriser la capacité de questionner des enfants. J'ai écrit là-dessus, hein, je vais y revenir dans un instant. Et deuxièmement, faire en sorte que les enfants puissent mettre en question l'institution elle-même avec leurs questions, oui, il faut arriver à le faire. C'est très très important. Même si c'est très difficile et c'est dangereux. Parce que mettre en question l'institution, moi je suis tout à fait pour, je passe ma vie à faire ça. Ça me vaut quelques ennuis d'ailleurs. Mais il faut faire attention, il ne faut pas détruire l'institution. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de modèles anti-institutionnels. Moi, je suis pour les institutions. Je ne suis pas du tout un anarchiste ou un libertarien. Je pense qu'il faut des institutions. S'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de constitution de l'attention. Le chaman, c'est une institution. Le curé, c'est une institution. Les bouleutes de la société grecque, de la cité grecque, c'est une institution. L'Assemblée nationale est une institution. Alors, après, il faut parfois changer d'institution. Mais l'institution de tout ça, c'est l'école. Et quand je dis l'école, c'est d'une façon générale, au-delà de l'école ou en deçà de l'école, par exemple, dans le chaman, il n'y a pas d'école chez les chamans, mais il y a les rites initiatiques. Et donc, il y a des passages d'âge, de génération, etc. Tout ça, ça a une histoire précise, il faut l'étudier. Justement, ces questions, il faut les étudier avec des anthropologues, parce qu'ils ne les regardent pas seulement avec les yeux des occidentaux. Maintenant, il faut arriver à faire que ces questions soient opérantes, ou opératoires. Autrefois, il y avait un mot concept opératoire, c'est-à-dire comment on développe un concept qui va nous permettre d'opérer, c'est-à-dire d'agir, d'œuvrer, de produire quelque chose. Voilà. Et non pas simplement de tourner rond, parce qu'il y a des concepts qui sont des illusions de concepts. Voilà. Comment est-ce que c'est possible? En se posant la question de qu'est-ce qu'une question? Et là, moi j'ai un peu commenté un texte de Maurice Blanchot qui dit que toute question est toujours la question de l'origine et que les enfants n'arrêtent pas de poser des questions. Sur quoi? En fait, il commande Freud sur leur origine. Ils n'en sont pas conscients. Ils posent des questions qui ressemblent, je ne sais pas moi... Qui est la mère de ta mère? Voilà, des choses comme ça. Mais en réalité, ils se posent des questions sur l'origine. C'est des questions de la philosophie. Comment on transforme ces questions-là en questions philosophiques? C'est la question que pose Blanchot. C'est très compliqué. Et c'est la question de l'objet transitionnel. Pourquoi? Parce que Donald Winnicott, grand spécialiste de l'enfance, avec John Bowlby, deux grands Anglais voilà, qui ont travaillé sur les enfants, dans des contextes de pédiatrie et de pédopsychiatrie. Qu'est-ce que dit Winnicott? Il dit, premièrement, un enfant vit dans un espace transitionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un espace transitionnel? C'est un espace qu'il partage avec sa mère ou avec ses éducateurs en général, mais plutôt avec sa mère au départ. Parfois c'est son père, parfois c'est sa tante, parfois c'est sa sœur, ou sa nourrice, ou sa nurse. Mais c'est quand même plutôt, en principe, la maman, parce que c'est la nourrice, c'est-à-dire c'est celle qui lui donne le lait. Donc, et qui lui donne les anticorps, qui lui donne tout ce qui va lui permettre à cet enfant de se protéger, d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien, etc. etc.
à cet âge-là, dit Winnicott, entre la mère et l'enfant, il y a toujours ce qu'il appelle un objet transitionnel. Cet objet transitionnel est un artefact. Ça peut être un nounours, ça peut être un doudou, comme on dit, un bout de chiffon, ça peut être une poupée. Voilà. Il y en a toujours et dans toutes les sociétés. Winnicott dit c'est à travers l'objet transitionnel que la mère et l'enfant ouvrent un espace commun qu'il appelle l'espace transitionnel. Et cet espace transitionnel, c'est un espace de la fantaisie. La fantaisie, c'est-à-dire la liberté pure de l'imagination. Qui va être capable de quoi faire? De poser n'importe quelle question, y compris des questions qui ne peuvent pas se poser normalement, mais qui là vont pouvoir se poser. À travers quoi? Eh bien, cet espace de ce qui n'existe pas. C'est l'espace de ce qui n'existe pas. Je vous signale juste en passant que ce qui n'existe pas, c'est par exemple ça. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Ça, c'est-à-dire du tissu comme ça n'existait pas il y a 10 000 ans. La télévision n'existait pas à l'époque de François Ier, et il y a un film qui s'appelle François Ier, qui est joué par Fernandel, qui explique à François Ier qu'un jour il y aura la télévision, et du coup il se retrouve à l'Inquisition. Il est questionné, parce que la question, c'est aussi la question de l'Inquisition, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une histoire de tout ça, et que si on veut mettre en œuvre ces choses, il faut connaître cette histoire, il faut l'avoir étudiée. Alors, ce que dit Winnicott, c'est dans un livre que je recommande à tous les éducateurs de lire, qui s'appelle Jeu et réalité, Play and Reality en anglais. Winnicott dit l'espace transitionnel, c'est ce que le savoir doit préserver. Un peintre, il va préserver l'espace transitionnel dans le champ du visuel, du visible. Il va peindre. Mais un bon mécanicien va avoir un espace transitionnel où il est infiniment charmé par la mécanique. C'est ça les bons mécaniciens. Tous les gens de métier sont des gens qui sont dans un espace transitionnel. Donc Winnicott dit, dans les bibliothèques, il n'y a que des espaces transitionnels. Dans les musées, il n'y a que des espaces transitionnels. Mais aussi dans les nurseries qui sont bien nés. Donc tous les gens qui font bien leur métier. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un passage de l'âge de l'enfance, parce que là c'est l'enfance, c'est même pas l'enfant qui parle, c'est l'enfance, c'est l'enfant qui ne parle pas encore, à l'adulte, qui est toute une transformation de comment se posent des questions. Et c'est la question que pose Blanchot dans ce texte que j'ai commenté moi-même. Je crois que c'est dans Passer à l'acte que j'ai commenté ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr qu'il faut lancer ces questions-là. Est-ce qu'il faut poser la question de la philosophie? Pour moi, la philosophie, c'est occidental. Il n'y a pas de philosophie en Chine ou en Inde. Il y a des pensées, mais ce ne sont pas des philosophies. Et donc, est-ce qu'il faut imposer le modèle de la philosophie? Je ne suis pas sûr. Évidemment, je suis philosophe, donc moi je dirais oui, il faut absolument, mais à condition de ne pas faire ce que Durkheim dit, à savoir considérer que les cultures indiennes ou les cultures aborigènes et tout ça, c'est de la sous-culture. Pas du tout. Ça questionne tout autant et peut-être plus. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis qu'il faut passer par les sciences humaines. La philosophie, c'est l'Occident. La philosophie, c'est la Grèce. Mais moi, je comprends ça très bien, mais si vous voulez, bon, vous connaissez un peu mon travail, donc je pense que nous sommes à un tournant énorme, peut-être encore beaucoup plus énorme que le néolithique, peut-être. Pourquoi? Parce que ça concerne pas simplement l'humanité, mais toute la biosphère, donc tous les êtres vivants. À notre connaissance, dans l'univers, pour le moment, on ne connaît qu'une planète où il y a des êtres vivants, c'est la Terre. Et c'est pas du tout inimaginable que la vie disparaisse dans les 300 ou 400 ans qui viennent, qu'il ne reste plus que des bactéries et des virus. C'est pas du tout inimaginable. C'est pas ce qu'il y a de plus probable, mais c'est tout à fait probable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir se poser les questions au bon niveau. Et là, il y a deux niveaux immédiatement. Il y a un niveau à court terme. Après le Bataclan, par exemple, ou après ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? C'est indispensable de faire ça, de se poser ce type de questions. Mais moi, c'est des questions qui ne m'intéressent pas. Quand je dis que ça ne m'intéresse pas, j'exagère. Ça m'intéresse évidemment, d'abord parce que j'ai des enfants à l'école ou des petits-enfants, et que même je suis dans la rue, et que je partage l'espace commun avec tout le monde. Donc je suis forcément intéressé à ce qui va faire qu'on va
arranger un petit peu la situation aussi de ces réfugiés qui sont sur un bateau, on ne sait pas quoi en faire, etc. Et j'espère bien qu'on va trouver des solutions. Mais par exemple, sur la question des réfugiés, il faut totalement bouleverser la géopolitique mondiale et la géoéconomie mondiale, surtout. Et donc il faut, j'étais tout à l'heure avec des Indiens, voilà, je vais bientôt aller au Kerala. Le Kerala, c'est un État du sud de l'Inde, c'est un des plus au sud de l'Inde, c'est le plus au sud de l'Inde, avec celui qui est de l'autre côté où il y a Pondichéry. La mer est en train de monter à toute vitesse. C'est un pays qui est sur une bordure de montagne. Ils vont perdre leur territoire dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent d'une manière catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait là? On blablate en ce moment sur... mais c'est catastrophique. Tous ces trucs-là sont des détournements d'attention des vrais problèmes. Et moi, ce que je dis, c'est que très bien que M. Macron aille voir le pape. Tant mieux, j'aime beaucoup le pape, moi, personnellement. J'espère que le pape a un petit peu amélioré Macron. Mais, et pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Mais il ferait bien aussi d'aller voir comment coopérer intelligemment avec ces pays qui sont exposés à la montée des eaux, pas simplement pour faire des îles flottantes pour les riches et laisser crever tous les gens qui sont dans ces pays-là, parce que de toute façon, si on fait ça, ben, ils migreront de toute façon. Et vous avez peut-être vu qu'une grande ONG a publié que 1 milliard de personnes vont migrer dans le Nord dans les années qui viennent. 1 milliard. C'est une anticipation, mais elle est peut-être fausse. Mais c'est une organisation très sérieuse qui dit ça. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que je pense qu'il faut... Aujourd'hui, on est en état d'extrême urgence. On n'est pas en état d'urgence, on est en état d'extrême urgence. Et ce n'est pas en mettant des flics et des militaires partout qu'on va arranger les choses. C'est en se remettant à penser. Avec un A. Le verbe penser, ça s'écrit avec un A. Prendre soin de l'avenir et de la jeunesse. Et comment est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut se poser les vraies questions. Je pense qu'il faut s'occuper dans les écoles, effectivement, de faire dialoguer les enfants, etc. Mais il faut s'occuper de repenser profondément l'école. Et il faut s'occuper de véritablement se poser les questions du rôle du savoir dans la société de demain, de la possibilité, en effet, de faire en sorte qu'on sensibilise les enfants, mais d'abord les profs, beaucoup plus tôt à un certain nombre de questions dont on ne leur parle jamais, et qu'à partir de là, on se mette à créer quelque chose. Alors comment? Moi, je pense qu'il faut développer une méthode expérimentale. C'est à ça que je travaille en Seine-Saint-Denis avec la méthode de la recherche contributive. J'ai fait des propositions au gouvernement français il y a 4 ans, qui n'ont jamais été concrétisées. Apparemment, l'actuel ministre de l'Éducation nationale n'en a même pas entendu parler. Ben, je trouve ça fort dommage. Et j'aimerais bien que l'UNESCO se penche un peu aussi sur ce genre de questions. Parce que c'est son boulot à l'UNESCO. L'UNESCO est là pour poser ce type de problème-là, justement. Et donc, un peu d'ambition. Bien entendu qu'il faut écouter les enfants, leur apprendre à se parler, etc. Mais il faut quand même d'abord regarder les choses en face. Les enfants ont du mal à se parler. Mais les parents ont du mal à se parler. Les voisins ont du mal à se parler. Les profs ont du mal à se parler. Discutez avec les profs. Moi, j'ai plein d'amis profs. Hein. Bon. Discutez avec les profs de ce qu'ils pensent de la salle des profs et de leurs collègues. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que la société va super mal. Et quand la société va mal, on n'aime pas ses voisins. On est dans une relation de défiance. Voilà. On est dans cette situation. C'est l'époque de Donald Trump. C'est l'époque de Modi en Inde. C'est l'époque du fascisme qui monte, ou du néofascisme, ou de je sais pas quoi, en Hongrie, en Italie, en Pologne, etc. Et qui va venir en France. Si on continue comme ça, on va avoir une Europe entièrement néofasciste. Entièrement. Donc c'est ça les questions. Et pour ça, il faut se poser des vraies questions soi-même à son niveau. Nous avons des responsabilités. Un prof d'université a des responsabilités, un ministre a des responsabilités, un militant a des responsabilités dans son organisation. Il faut se poser des vraies questions. À quoi on joue? À l'époque où le Kerala pourrait perdre un tiers de son territoire avec la montée des eaux, je dis ça parce que je viens de quitter des gens du Kerala, il y a peut-être quelques questions à se poser très concrètes, par exemple pour repenser l'enseignement de la géographie. Parce qu'aujourd'hui, on continue à enseigner la géographie comme s'il n'existait pas la montée des eaux.
Mais les enfants, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils voient ça à la radio, à la télé, sur Facebook, sur les tweets. Et puis à un moment donné, ils deviennent Twitter avec Trump, en disant tout ça, c'est des fake news, c'est gravissime. Pour le moment, ce qu'on a constaté, pas seulement en France, mais au Canada, au Bénin et en Belgique, surtout au Canada, il y avait les enfants c'était évidemment tout près, terrorisés par Trump, justement. Ils avaient très peur de Trump, ils avaient la peur aussi de la planète, l'écologie, comme on avait abordé, et il y avait une autre peur encore. Bon, il se pose des questions, et là c'est évident. Mais avoir peur, c'est pas se poser une question. Pour se poser une question, il ne faut pas avoir peur, il faut craindre un sujet. Et donc, qu'est-ce que ça produit la peur? J'ai écrit un livre dans la description qui ne parle que de ça. Quand vous avez peur de quelque chose, ben vous faites du déni. Alors, vous pouvez faire du déni en votant Trump, vous pouvez faire du déni en devenant un bobo vegan. Il y a 36 000 façons de faire du déni. Vous pouvez aussi faire du déni en continuant à enseigner Emmanuel Kant, comme d'habitude, ou en faisant votre programme de géographie. Ça, c'est des stratégies de déni, il y en a partout. Pourquoi? En fait, tout le monde fait du déni. Vous en faites et moi aussi. On est obligé d'en faire parce qu'on a besoin de dormir. Si on ne faisait pas un peu de déni, ben on ne pourrait plus dormir. Donc, la question, vous avez au Canada beaucoup de gens qui ont peur de Trump, et qui peut-être dans 6 mois ou dans 6 ans voteront pour un Trump canadien ou pour Trump lui-même qui aura annexé le Canada ou j'en sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire très très attention. La peur, ça ne produit jamais de questions. Ça vous met en question, c'est-à-dire que ça vous met dans une situation de vous questionner, mais ça ne produit pas de questions. C'est quand vous vous mettez en question, et pour ça, il faut être courageux, il ne faut pas simplement avoir peur, il faut craindre quelque chose sans en avoir peur. C'est-à-dire que je crains quelque chose. Par exemple, c'est la différence entre le lâche et le courageux à la guerre. Le courageux, il craint la mort, mais il va risquer sa vie. S'il est là pour défendre, le lâche, il va se tirer. Voilà. Et donc, il y en a un qui craint, l'autre, il a peur. Pas la même chose. Et donc, il faut transformer la peur en crainte, ce qui est du boulot, c'est pas du tout évident, et transformer cette crainte en question. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces questions, pour moi, sont absolument légitimes, mais en faire de vraies questions, ça, c'est pas du tout évident. Et c'est pas en allant chercher une merveilleuse faculté des enfants, ça, c'est très facile à trouver. N'importe quel enfant est merveilleux. C'est pour ça que dès qu'on voit, oh, guili, guili, dès qu'on voit un petit bébé, on est émerveillé. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un petit bébé? C'est une promesse qui promet toutes sortes de choses possibles. Mais le problème, c'est de la tenir, la promesse. Mais vous savez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans une société, dans une crise absolument colossale. Et donc, évidemment, les enfants, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, la vérité sort de la bouche des enfants. L'enfant dit le roi est nu, parce que lui, il parle sans réserve. Donc, l'adulte, lui, il a tellement intériorisé la soumission qu'il finit même par ne pas voir que le roi est nu. Voilà. Mais, donc, oui, les enfants ont une capacité à dire. Le problème, c'est comment on répond. Et ça, c'est une question de formation des enseignants. Et cette question de formation des enseignants, ce n'est pas seulement une question de formation, c'est une question de réélaborer des savoirs. Donc, c'est un vaste sujet, quoi. Et je pense qu'il faudrait que, si l'ONU veut travailler, si l'UNESCO, qui est une partie de l'ONU, veut travailler sur ces questions vraiment, il faudrait qu'elle se pose la question de transformation de l'épistémologie contemporaine, parce que c'est ça qui est derrière tout ça. Il faut revoir profondément la nature même de la formation des enseignants, la nature même des savoirs, etc. Donc, si vous voulez, je pense que pour conclure, parce que je vais être obligé d'arrêter, je crois qu'il y a un niveau, voilà, où il faut répondre à des urgences, ce que vous disiez tout à l'heure et que je reprenais, et qu'il faut faire, bien entendu. Essayer de soigner un petit peu une époque qui ne va pas très bien, en essayant de trouver des solutions comme ça. Mais il faut le faire tout en travaillant sur un autre plan. Sur un autre plan qui est un plan de réflexion à long terme et avec des vrais
des vrais modèles analytiques, des vraies grilles de lecture alternatives, etc. Parce qu'il faut sortir de l'idéologisation de soi-disant savoirs qui ne sont plus des savoirs. Moi, je dis aujourd'hui de plus en plus, les scientifiques, c'est plus de la science qu'il faut. Parce qu'ils ne font que répondre à des demandes de la production. Voilà, pour produire tel machin dans le domaine des biotechnologies, tel autre machin dans le domaine des neurotechnologies ou des nanotechnologies ou des big data ou de tous ces trucs-là. Et en fait, ce sont des développements de marché et ces marchés détruisent la planète. Donc, il faut recommencer à se poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce qu'ils vont mal, les profs? C'est parce qu'en fait, intimement, ils le sentent, tout ça. Et du coup, ils ne peuvent plus du tout avoir l'idéal qui était le leur autrefois. J'ai eu la chance, quand j'étais petit en France, d'avoir encore des profs comme ça, qui faisaient partie de ce qu'on avait appelé les hussards de la République, etc. Il y avait un idéal, voilà, du savoir, totalement détruit cet idéal aujourd'hui. Une question énorme. Et que donc, on peut évidemment toujours, comme à la télé, parler de savoir et croire. Il y a une émission de Patrick Poivre d'Arvor qui s'appelait Le droit de savoir. Ça plaisait à tout le monde, hein. Un énorme succès. Sauf que c'est de la merde. Donc, c'est pas compliqué de poser ce genre de questions. Mais le problème, c'est de répondre sérieusement à ces questions. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc, et que ça fasse peur aux profs, c'est tout à fait normal. C'est pas du tout parce que les profs sont réacs ou je sais pas quoi. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus du tout poser ces questions. Donc, par exemple, dans le domaine de la physique, dans le domaine des sciences fondamentales, disons, il y a un problème de ce qu'on appelle la performativité. Performativité des dispositifs d'observation, etc. Ça pose d'immenses problèmes qui viennent complètement perturber la différence entre croire et savoir. C'est très grave de perturber cette différence parce que pendant très longtemps, c'est ce qui avait organisé la distinction claire entre l'école, l'université, etc., et l'Église, les convictions personnelles, comme on dit, religieuses ou autres, politiques. Cette mise en question de la distinction claire entre croire et savoir, eh bien c'est là-dessus que mise Donald Trump aussi, quand il dit que tout ça c'est des fake news, etc. Donc on est dans une époque qui s'appelle la post-vérité. C'est pas en jouant à la dinette philosophique qu'on va répondre à cette question, hein. C'est une question archi compliquée. Et donc que les profs soient déstabilisés par ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, c'est non seulement ne pas mépriser les enfants, mais ne pas mépriser les profs. Et il faut se mettre à leur place, pas en croyant qu'on peut se mettre à leur place en n'ayant aucune discipline à enseigner, mais se mettre à leur place, ça veut dire apprendre à lire aux enfants, à compter aux enfants, à connaître leur histoire, à connaître leur géographie, etc. Et ça, c'est pas de la tarte dans la société. Il ne faut pas demander aux profs de faire des miracles, c'est la société qui fout tout ça en l'air. Et donc, il ne faut pas demander aux profs de faire des choses qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Ou alors, il faut leur donner les moyens. Mais ce n'est pas une fiche qui va donner ces moyens-là. Hein. Ça, si c'était ça, ça serait fait depuis fort longtemps. Je suis convaincu qu'il y a des choses à faire, mais donc, et qu'il vaut mieux faire ça que rien du tout. Enfin, ça dépend, cela dit, parce il y a plein de gens qui croient faire très très bien. Ça s'appelle l'enfer pavé de bonnes intentions. Hein. Donc, on peut croire qu'on fait très très bien. Et on peut faire très mal. Donc, ce que je pense surtout, c'est qu'il faut avoir une petite culture du sujet quand même. Donc, je pense que cette histoire d'une différence croire et savoir, par exemple, il y a un texte de Hegel qui s'appelle Foi et savoir. Bon, il faut quand même l'avoir lu si on fait quelque chose là-dessus. Mais il faut être capable de le lire. C'est un texte très très difficile. Donc, et quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire si vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas capable de parler de ça. C'est pour dire simplement qu'il faut garantir aux enfants vraiment quelque chose qui est à la hauteur des problèmes qui se posent à nous. Et cette hauteur-là, elle est très haute. Donc, effectivement, comme vous le dites, c'est pas en 3 week-ends qu'on va faire ça. C'est pas en 3 week-ends, mais c'est même pas en 3 mois. C'est en changeant très profondément la structure même de l'enseignement. Vous avez écrit, et j'ai découvert récemment, les pieds et les mains. C'est ça le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, c'est ça. C'est-à-dire le désir de grandir. Et vous pouvez résumer un peu pour nous? Ouais, je résumais non, mais bon, je vais essayer de dire en gros comment ça commence, quoi. Après, il faut que je m'arrête parce que j'ai un conseil d'administration demain matin, il faut que je le prépare. Mais bon, voilà, Gilbert Syme voulait, elle m'a demandé ça, elle l'a demandé à plein de gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
voilà, essayer de discuter avec des enfants de ce que c'est que la philosophie. Moi, j'ai pas essayé de faire ça. Je ne crois pas du tout. La philosophie, c'est quelque chose de très précis. C'est sortir de l'âge présocratique, rentrer dans la lutte avec la sophistique, etc. Donc, je ne crois pas du tout qu'il faille que des enfants de 8 à 15 ans, parce que c'était ça, c'était même 8-13 ans, puissent parler de ça. Il faut d'abord savoir ce que c'est la cité grecque, etc. Donc je ne crois pas du tout à ça. Par contre, je crois beaucoup qu'on peut solliciter tout ce qu'il y a de plus ouvert chez les enfants. Et surtout leur donner l'envie de penser, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé de leur faire une petite conférence, ça s'appelait comme ça, les petites conférences du théâtre de Montreuil, sur le désir de s'élever. Et en partant d'abord d'eux-mêmes. Donc je partais en disant, si vous êtes dans la campagne, il y a une colline avec des arbres, qu'est-ce que vous faites? Ah ben on monte en haut de la colline, on des arbres. Je dis voilà, vous montez. Voilà. L'homme c'est d'abord ça, il veut monter. Alors après je leur présentais la conquête de la station debout, etc., etc. Je passais par la conquête de la lune, enfin tout un... Et après je leur disais, ben là vous êtes des enfants, on est en train de vous élever. Et on ne vous élève pas comme des poules. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà. Je les amenais à réfléchir un petit peu. Et ça a très bien marché. Ça a été formidable, en particulier, je m'en souviens plus maintenant, c'était il y a longtemps, mais en particulier, il y a une jeune fille d'avoir 13 ans, peut-être 12-13 ans, qui m'a posé une question absolument formidable, mais je m'en souviens plus maintenant.